Certaines connexions nous enchaînent avec une telle force que même lorsque tout semble s'effondrer, nous persistons à rester. C'est comme s'il existait une promesse invisible, celle que le temps et l'amour finiront par réparer ce qui est brisé. Mais bien souvent, les signes que nous tentons d'ignorer sont en réalité des messages limpides venus de l'inconscient, murmurant « cette personne n'est pas faite pour toi ». Ce sont de petits gestes, des malaises silencieux, des répétitions douloureuses qui révèlent avec une précision chirurgicale que ce que nous voyons n'est qu'un miroir déformant et non un véritable compagnon de route. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les signaux profonds que ton inconscient perçoit depuis longtemps, mais que ton esprit rationnel s'obstine à nier. Et surtout, comprendre pourquoi nous insistons autant auprès de ceux qui ne nous appartiennent pas. Si tu as déjà eu l'impression de te battre pour quelqu'un qui ne te voit pas vraiment, écris en commentaire « Je choisis de me libérer de ce qui ne m'appartient pas ». Du point de vue de la psychologie analytique de Carl Jung, les relations agissent comme des miroirs de l'âme. La personne que nous choisissons ou qui nous attire intensément incarne souvent des contenus inconscients que nous n'avons pas encore intégrés. Quand quelqu'un nous blesse, nous abandonne émotionnellement ou ne nous reconnaît pas, nous projetons inconsciemment sur cette personne nos propres ombres, ces parts de nous-mêmes que nous avons rejetées ou que nous ne comprenons pas encore. C'est pourquoi nous restons, même dans des relations manifestement déséquilibrées. Ce n'est pas seulement la personne que nous refusons de quitter, mais aussi ce qu'elle reflète inconsciemment en nous. Jung nous invite à l'individuation, ce processus de devenir pleinement soi-même. Et ce chemin demande du courage, celui de reconnaître quand nous vivons dans une illusion créée par nos projections. L'autre devient symbole, un contenant de nos blessures, désirs et attentes non résolues. Quand nous ignorons les signes d'incompatibilité avec notre essence, nous nourrissons en général une fantaisie inconsciente de complétude, comme si l'autre allait guérir ce que nous n'avons pas encore soigné en nous-mêmes. Les archétypes de l'animus et de l'anima, nos images intérieures du masculin et du féminin, influencent aussi profondément nos choix amoureux. Lorsqu'ils sont déséquilibrés ou déformés, nous avons tendance à tomber amoureux de personnes qui ne font que renforcer notre propre déséquilibre intérieur. Dans ce sens, reconnaître que cette personne n'est pas pour toi peut être un acte de grande santé psychique, un pas décisif vers l'intégration de l'ombre et la libération des liens inconscients qui nous attachent à des relations ne reflétant pas notre vrai soi. Il y a quelque chose de profondément troublant dans le fait d'aimer quelqu'un qui touche nos blessures les plus intimes, mais refuse d'être présent dans notre processus de guérison. Au début, ce lien peut paraître passionné. L'intensité émotionnelle est prise pour de la profondeur, et la douleur qui en émerge est interprétée comme une preuve d'amour véritable. Mais à la lumière de la psychologie jungienne, cette dynamique révèle surtout ce qui n'est pas encore intégré en nous, plus que ce qu'elle révèle de l'autre. Quand une personne active nos blessures d'enfance, l'abandon, le rejet, l'invisibilité, le manque de réciprocité, elle devient un miroir psychique. Elle incarne un archétype, un symbole vivant de nos traumatismes non résolus. Et inconsciemment, nous attendons d'elle qu'elle répare ce qui ne l'a jamais concernée. Ce lien devient encore plus toxique lorsque cette personne ignore l'existence même de la blessure qu'elle ravive et n'a aucune intention d'établir un lien émotionnel réel. Le danger survient quand nous restons dans ce type de relation en croyant qu'avec le temps, l'amour ou la persévérance, les choses changeront. Mais si l'autre ne reconnaît pas la douleur qu'il cause, s'il ne souhaite pas en comprendre la source, alors la relation devient un terrain de réactivation du traumatisme et non de guérison. On continue de saigner intérieurement, souvent en silence, en quémandant des miettes de connexion comme un anesthésiant. Jung nous rappelle, tout ce qui ne remonte pas à la conscience revient sous forme de destin. Ainsi, la personne qui nous blesse peut représenter un appel symbolique de la psyché, celui de regarder enfin la douleur en face. L'erreur, c'est de croire que celui ou celle qui nous a blessés pourra aussi nous guérir. Ce n'est pas le cas. Dans le processus d'individuation, c'est l'une des grandes illusions. Attendre de l'autre un remède qui ne peut venir que de l'intérieur. Souvent, cette personne incarne inconsciemment une figure parentale non intégrée, un père absent, une mère critique, un adulte négligent, et en revivant ce schéma, nous tentons inconsciemment de réécrire l'histoire, comme si le présent pouvait corriger le passé. Mais cela nous enchaîne à des répétitions douloureuses, car ce que nous affrontons, ce ne sont pas des relations réelles, mais des symboles. Reconnaître que cette personne n'est pas pour vous demande un courage qui dépasse l'émotionnel. C'est une force spirituelle, existentielle,
C'est admettre que la guérison ne viendra pas de l'autre, mais de notre propre affrontement avec nos ombres, nos complexes autonomes et la reconquête de l'amour-propre perdu dans les blessures premières. Et lorsque cette conscience s'installe, quelque chose change. Nous cessons d'avoir besoin de relations qui répètent la douleur. À la place, naît un désir de connexion vraie, fondé sur la réciprocité et la présence. Couper les liens avec quelqu'un qui ravive nos blessures sans participer à notre guérison, ce n'est pas abandonner l'amour, c'est choisir la vie, c'est répondre à l'appel intérieur d'intégrer ce qui est fragmenté, de reprendre le pouvoir que nous avons donné à l'autre et de devenir enfin l'agent de notre propre transformation. Car celui qui n'est pas là pour cheminer à vos côtés dans la guérison ne fait que traverser votre route. Et à ce moment, l'inconscient murmure « cette personne n'est pas pour toi ». Il existe des relations qui, malgré des visages, des noms et des histoires différentes, nous ramènent toujours au même endroit de souffrance, comme si nous étions prisonniers d'un cycle invisible, rejouant éternellement le même scénario émotionnel avec des personnages différents. Cette répétition n'est ni un hasard ni une malchance persistante. Pour Jung, ce phénomène est l'expression directe de complexes psychiques non résolus qui, faute d'être intégrés, dirigent nos choix de manière autonome. Chaque fois que nous nous engageons dans une relation qui réveille des sentiments familiers d'angoisse, d'abandon, de soumission ou d'insécurité, c'est un schéma inconscient qui se rejoue. L'esprit rationnel croit que cette fois ce sera différent, mais l'inconscient, lui, fonctionne par symbole. Tant que le contenu émotionnel n'est pas intégré, il continue d'attirer à la conscience des expériences qui lui correspondent. En d'autres termes, nous tombons amoureux non pas de la personne elle-même, mais de la promesse inconsciente de rédemption d'une vieille histoire. Dans ce contexte, l'amour devient un champ de bataille entre le désir de guérir et la peur du changement. Plus le schéma est profond, plus il est difficile de se rendre compte qu'on est prisonnier d'une répétition. Nous idéalisons l'autre, justifions ses absences, tolérons l'intolérable, tout cela pour garder l'espoir vivant qu'un jour, nous serons enfin choisis, reconnus et aimés, comme nous l'avons toujours rêvé. Mais cela n'arrive presque jamais. Ce qui revient inlassablement, c'est la douleur. Jung nous alerte, ce que nous refusons d'affronter à l'intérieur se manifeste à l'extérieur sous forme de destin. Croire que l'histoire va changer sans qu'un changement intérieur ait lieu est un piège de la psyché. Nous continuons à chercher chez l'autre la solution de ce qui ne peut être résolu qu'en nous-mêmes. Cette attente illusoire crée une dépendance émotionnelle, car l'autre devient la clé d'un soulagement qui n'arrive jamais. Et alors, nous fermons les yeux sur les signes, le manque de respect, la froideur, l'absence, la manipulation affective, et nous interprétons tout cela comme des épreuves passagères, des tests, des obstacles normaux. En réalité, ce sont des répétitions structurées par nos blessures non guéries. Ces schémas prennent racine dans l'enfance, là où nous avons appris ce qu'était l'amour. Si cet amour était conditionné, instable ou douloureux, l'inconscient assimile l'idée que aimer, c'est souffrir. Et comme il recherche la cohérence avec ses croyances, il oriente nos choix vers des personnes qui reproduisent ce modèle. Ainsi, nous tombons amoureux non de la personne présente, mais de ce qu'elle représente symboliquement, l'espoir d'obtenir enfin ce que nous n'avons jamais eu. Mais l'individuation, ce chemin de connaissance de soi proposé par Jung, exige de briser ces cycles. Il faut prendre conscience du schéma et le comprendre comme une stratégie de l'inconscient pour nous pousser à grandir. La souffrance répétée dans des relations similaires est un cri de l'âme. Arrête-toi, regarde, comprends. Quand nous parvenons à lire le message derrière la douleur, quelque chose se transforme. Nous voyons enfin le schéma avec clarté et nous cessons de confondre intensité avec amour, chaos avec passion, douleur avec profondeur. Le plus difficile, c'est de renoncer à l'illusion, reconnaître que rien ne changera simplement parce que nous le voulons, comprendre que cette fois ne sera pas différente si nous restons les mêmes à l'intérieur. La véritable transformation ne commence pas quand on rencontre la bonne personne, mais quand on cesse de chercher chez l'autre ce qui doit être guéri en nous. Rompre le schéma, c'est aussi rompre avec une part de notre histoire, mais c'est aussi le début d'un retour à ce que nous sommes au-delà des blessures. Quand nous cessons de croire que l'amour doit faire mal, nous laissons enfin la place à des relations où la réciprocité n'est pas un combat, mais un flux naturel, où l'affection n'a pas besoin d'être méritée, mais se partage dans l'évidence. Et c'est à ce moment-là, dans cette lucidité gagnée au fil de tant de répétitions, que la conscience s'éveille et murmure « Cette personne, ce schéma, ce scénario ne sont plus pour toi ». Il y a une différence frappante entre l'amour que nous imaginons
et celui que nous vivons. Dans bien des relations, cet écart devient si grand que nous finissons par habiter davantage la fantaisie que la réalité. Nous rêvons de présence, de tendresse, d'accueil, mais nous vivons avec de l'absence, de la froideur, de la négligence affective. Nous restons attachés à un lien basé sur ce que nous projetons, non sur ce qui est réellement partagé. Jung décrivait cette dynamique comme un processus de projection archétypique. L'autre devient une scène sur laquelle nous voulons voir se jouer nos contenus inconscients. Cette déconnexion naît de l'idéalisation. Nous voulons tellement que l'autre incarne notre idée de l'amour que nous ignorons les signaux réels de la relation. Nous rationalisons les comportements toxiques, justifions les absences, transformons des miettes en festins. Ce que nous vivons ne correspond pas à ce que nous désirons, mais notre psyché s'accroche à l'image de ce qui pourrait être. Cette image idéalisée est souvent nourrie par notre propre animus ou anima, ces archétypes intérieurs du masculin et du féminin qui influencent nos perceptions de l'amour. Lorsqu'ils sont déformés ou amplifiés, nous projetons sur l'autre des qualités qui ne sont en fait que des reflets symboliques de notre monde intérieur. Et alors, nous vivons sur deux plans, celui de la réalité, où l'autre ne nous écoute pas, ne nous voit pas, ne nous choisit pas, et celui de l'idéal, où il pourrait être tout ce que nous espérons, s'il changeait, mûrissait, comprenait. C'est dans ce gouffre entre désir et réalité que naissent la frustration chronique, la dépendance affective et la perte de soi. Plus nous nourrissons la fantaisie, plus nous nous éloignons de la vérité du présent. La psyché souffre de cette division. L'âme aspire à l'authenticité, mais l'ego s'accroche au lien à tout prix, dans l'espoir que l'autre finira par correspondre à l'idéal. Cette tension intérieure engendre des symptômes, anxiété, angoisse, perte d'estime de soi, et malgré cela, nous persistons. Car admettre que la relation n'est pas ce que nous voulons vraiment, c'est faire face au vide qu'elle recouvre. Et le vide est l'une des plus grandes peurs de l'âme humaine. Mais Jung nous enseigne que le vide n'est pas une fin, mais un portail. Lorsqu'on ose regarder ce qui manque, ce qui n'est pas nourri, on ouvre une porte vers l'intérieur. Souvent, ce n'est pas l'autre que nous désirons, c'est d'être vu, reconnu, aimé. L'autre devient un moyen d'atteindre quelque chose que nous sentons avoir perdu depuis toujours. Et lorsque ce besoin reste insatisfait, la relation se transforme en prison silencieuse. Il faut du courage pour sortir de l'illusion. Le courage de voir la relation telle qu'elle est, et non telle qu'on voudrait qu'elle soit. Reconnaître que nos besoins émotionnels ne sont pas comblés ne signifie pas que nous sommes exigeants ou immatures. Au contraire, cela révèle un éveil à ce que nous méritons et à ce que nous n'avons plus à tolérer. Cette fracture entre désir et réalité est aussi un terrain fertile pour l'auto-tromperie. On commence à tout justifier, la phase difficile, les blessures de l'autre, son manque de temps, sa manière particulière d'aimer. Mais, en silence, le corps sent, le cœur sait, l'inconscient envoie des signes, par les rêves, les symptômes physiques, le sentiment d'épuisement, pour dire que quelque chose ne vibre plus avec la vérité de l'âme. Sortir de cette illusion est un acte d'amour-propre. C'est comprendre que ce que nous voulons est légitime et que rester là où nous ne sommes pas aimés est une forme d'abandon de soi. Quand la réalité de la relation ne correspond plus à notre essence, s'éloigner n'est pas une perte, c'est une libération. Et c'est à ce moment-là, entre la douleur de la rupture et la paix du retour à soi, que la vérité s'installe comme une graine fertile. Cette personne n'est pas pour toi. Non parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'elle n'a pas la capacité de marcher à tes côtés, au niveau de conscience et de profondeur que ton âme réclame maintenant. Il y a des séparations qui ne naissent ni d'une trahison, ni d'un conflit, ni d'un drame. Parfois, simplement, arrive le moment où l'âme ne se reconnaît plus dans le regard de l'autre. Ce moment, aussi silencieux que décisif, marque un tournant intérieur. Car quand l'âme comprend qu'elle ne peut plus grandir dans cette relation, l'éloignement devient inévitable, non comme punition, mais comme nécessité évolutive. Dans la psychologie jungienne, ce processus représente un moment clé de l'individuation, ce chemin qui nous mène vers notre être véritable. Tant que nous sommes liés à des relations qui nous distraient de nous-mêmes, il est difficile d'entendre notre voix intérieure. Mais quand le lien cesse de nous nourrir et commence à nous limiter, quelque chose en nous s'éveille. Ce n'est pas l'ego qui réclame la liberté, c'est l'âme qui demande de l'espace pour s'étendre. Ce réveil se manifeste souvent sous forme de malaise, d'ennui, de froid intérieur ou de fatigue profonde qui ne se dissipe pas. Il se cache dans les détails. Le sentiment de devoir rétrécir pour tenir dans la relation, la justification constante, la perte d'élan.
L'autre peut être une bonne personne, mais il ne résonne plus à la fréquence dont notre âme a besoin pour continuer son évolution. Et c'est là que réside le paradoxe. L'éloignement ne vient pas toujours d'un conflit visible ou d'un acte grave. Il naît de cette perception intime qu'un cycle est clos. À l'extérieur, tout semble fonctionner, mais à l'intérieur, quelque chose est terminé. L'âme ne se contente pas d'une paix apparente, elle veut la vérité. Et lorsque la relation ne reflète plus cette vérité, elle crée des tensions pour exiger un changement. Ignorer cet appel, c'est retarder notre propre croissance. Jung ne voyait pas l'amour seulement comme un lien entre deux êtres, mais comme un pont vers l'inconscient. Chaque rencontre porte un potentiel de transformation, mais certaines relations n'ont pour fonction que de nous conduire jusqu'à un certain point. Elles sont des portails, pas des destinations. Rester au-delà du temps symbolique qu'elles requièrent, c'est s'enraciner dans un sol devenu stérile. Et c'est dans la reconnaissance de cette limite que l'individuation se consolide. Car choisir de partir, quand l'âme n'est plus nourrie, est un acte de maturité psychique. Dans ce cadre, la séparation n'est pas un échec, mais un rite de passage. C'est la traversée entre ce que nous avons été et ce que nous sommes prêts à devenir. Laisser quelqu'un derrière soi ne signifie ni rejet, ni haine, ni rancune. Cela signifie reconnaître que le chemin partagé touche à sa fin et qu'il est temps d'emprunter une autre voie. Ce que beaucoup appellent une fin est en vérité un recommencement, un retour à soi. Ce moment est souvent teinté de douleur et de confusion, car l'ego s'attache. Il a peur du vide, de la solitude, du regret. Mais l'âme, même silencieuse, sait. Elle trouve du réconfort dans ce vide, une paix dans cette liberté, et reconnaît que le silence après le départ est aussi un soin. C'est dans cet espace de solitude que naissent les vraies réponses, celles qui ne viennent pas de l'extérieur, mais de l'écoute profonde de notre cœur. En répondant à l'appel de l'âme et en choisissant de partir, nous rompons non seulement avec l'autre, mais aussi avec tous les pactes inconscients qui nous retenaient, la peur d'être rejeté, la culpabilité de vouloir davantage, la croyance qu'il faut tout supporter pour mériter l'amour. Et peu à peu, nous nous libérons de ces chaînes invisibles qui nous empêchèrent de vivre une vie plus authentique. L'individuation cesse alors d'être une idée théorique pour devenir une expérience vécue. Nous comprenons que le véritable amour commence par celui que l'on se porte à soi-même et qu'il n'existe aucune relation plus sacrée que celle que nous entretenons avec notre propre âme. Quand un lien extérieur bloque cette rencontre intérieure, il doit être quitté, non par égoïsme mais par fidélité à notre essence. Et c'est dans cet instant sacré de séparation consciente qu'une lumière s'allume en nous. L'amour que nous avons ressenti pour l'autre se transforme en gratitude pour ce qui a été. Mais notre boussole intérieure pointe ailleurs, et sans haine, sans regret, sans culpabilité, nous comprenons avec clarté et paix, cette personne a rempli sa mission, mais elle n'est pas pour moi. Il est temps maintenant d'avancer. Reconnaître que quelqu'un n'est pas fait pour vous n'est pas un signe de faiblesse, mais une preuve de profonde sagesse intérieure. Tout au long de ce chemin, nous avons vu comment la douleur relationnelle peut devenir un portail vers soi, comment les répétitions inconscientes cherchent à nous enseigner, et comment l'âme, dans le silence, ne cesse jamais de vouloir revenir à sa vérité. Et quand vous écoutez cet appel, vous vous détachez des schémas usés, vous abandonnez les illusions lourdes, et vous ouvrez l'espace pour quelque chose de neuf, un amour qui ne vous demande plus de vous rétrécir pour exister. Car ce voyage ne parle pas de l'autre, il parle de vous, de votre retour à l'essentiel de ce que vous êtes, car le véritable amour commence quand vous vous choisissez, non par orgueil, mais par plénitude. Si ce message a résonné en vous, abonnez-vous à la chaîne pour continuer à explorer des thèmes qui élargissent la conscience. Et n'oubliez pas de regarder la vidéo qui s'affiche à l'écran, elle pourrait bien être la prochaine étape de votre transformation intérieure. Votre chemin mérite d'être vécu dans la vérité, et parfois la vérité commence par un adieu,